ce qu'on va vous proposer pour la table ronde, on va essayer de revenir. Notre objectif cet après-midi, là, dans cette discussion qu'on va faire avec vous, ça va être de revenir sur le sujet de la journée. C'est l'impact de l'IA sur nos métiers. Alors, nos métiers, on va se replacer dans le monde universitaire, si vous voulez bien, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et puis, on va faire un petit focus aussi sur nos métiers du numérique, pour la plupart de celles et ceux qui sont ici, qui travaillent dans ce domaine. Donc, on va essayer de se replacer là-dessus. Cette table ronde, qui, comme vous le voyez, n'est pas ronde, je suis désolé, je le fais à chaque fois. Ouais, c'est ça. Merci. Ça, c'est la quadrature du cercle. On va essayer de la rendre la plus participative possible. Elle a été faite sans IA. Déjà, c'est pas mal. On a eu une discussion entre nous pour la préparer. Et la conclusion de notre discussion, c'était plutôt que de faire, comme dans souvent les tables rondes où il y a un speaker qui a quelques questions déjà préparées et des réponses déjà préparées, et tout ceci étant bien convenu, on s'est dit qu'on allait faire une interaction avec la salle. Donc, à un moment, dans quelques instants, on va vous proposer d'interagir et de poser les questions, de poser les sujets qui sont intéressants pour vous. Sujets et questions qui sont liés au thème de la journée, c'est-à-dire les impacts sur les métiers dans l'enseignement supérieur et la recherche, et particulièrement sur la partie numérique. On a abordé ce matin et cet après-midi des sujets autour de l'éthique, de la sécurité, de l'impact environnemental, de l'enseignement. On va essayer cet après-midi, si vous voulez, aussi de parler un petit peu de la recherche, parce qu'on n'a pas beaucoup abordé le sujet de la recherche. Donc ça, c'est un des premiers points qu'on peut avoir en tête. Je vais vous proposer d'avoir aussi en tête le sujet des formations. C'est-à-dire qu'on va parler des impacts sur les métiers, et il y a évidemment des questions à se poser sur les formations qu'on doit avoir pour accepter l'IA dans le périmètre de nos activités professionnelles, ou au moins, en tout cas, être sensibilisé aux forces et faiblesses de l'IA, à ses impacts et à ses biais. Donc ça, c'est un autre point qui peut être intéressant cet après-midi, si vous voulez bien, dans les différentes interventions, qu'on puisse l'aborder. Après, le troisième point qu'on va essayer de voir ensemble, si vous voulez bien, c'est comment on va faire pour sensibiliser nos gouvernances sur ces sujets-là, les gouvernances de nos établissements d'enseignement supérieur et de recherche, parce que le sujet est majeur, et il faut réussir à sensibiliser les gouvernances avec les bonnes terminologies, en démontrant que le sujet n'est pas, comme à chaque fois qu'on parle d'informatique, n'est pas un sujet d'informatique. C'est un sujet de société, c'est un sujet d'éthique, c'est un sujet plus vaste que la simple question du numérique. Donc, ce que je proposerais volontiers, je vais peut-être surprendre mes chers collègues présents à cette table, c'est qu'on aborde d'abord un petit peu le sujet de l'impact de l'IA. On en a parlé un tout petit peu ce matin, il y a eu quelques exemples ce matin, de l'impact de l'IA dans les métiers de la recherche. On va parler de la pédagogie. Donc si quelqu'un veut prendre la parole sur ce sujet-là, d'illustrer, de présenter, d'évoquer quelques incidences dans les métiers de la recherche, de l'arrivée ou de la continuité de l'intelligence artificielle dans le métier de la recherche. Donc le plus difficile, c'est la première question, bien sûr. On va avoir un petit blanc peut-être, et je regarde mes collègues, savoir si quelqu'un veut... Voilà. Parce que je suis chauffé. Je vais peut-être répondre à la question des métiers de la recherche. Donc aujourd'hui, il y a une certaine tendance, qui est la recherche fondée sur les données. Plutôt que dans une démarche classique, disons scientifique, faire des observations, faire des expérimentations, établir une théorie pour expliquer les observations, vérifier, faire en sorte que ces théories soient prédictives, qu'elles soient capables de dire voilà ce que je devrais observer si je fais telle expérience, faire l'expérience en question, vérifier le résultat, revoir la théorie parce que est-ce qu'elle a bien fonctionné ou pas, à quelle précision, etc., etc. Donc après, on a une théorie scientifique qui explique un certain nombre de phénomènes. Ça, c'est la démarche scientifique connue, Popper, etc. Eh bien, une démarche qui est en train de se mettre plus ou moins en place, c'est de dire tout ça, en fait, peut être remplacé par l'utilisation de systèmes d'IA pour traiter les données, les observations. Puis après, on a, en gros,
non pas une loi, mais, enfin, j'exagère à peine, on a finalement un modèle statistique de la loi. On n'a pas la loi de la gravitation de Newton, on a un modèle statistique de la loi. Mais qui a aussi des propriétés prédictives, bon, qui a aussi une certaine précision. Enfin, en gros, pourquoi ne pas faire comme ça? Donc il y a une démarche de ce type-là. Et je crois qu'on a... Enfin, c'est un sujet de discussion, je pense, et il faut en discuter, parce qu'on ne mesure pas encore correctement les conséquences d'une démarche de ce type qui existe, en particulier déjà, bien sûr, dans les domaines où on ne comprend pas très bien les phénomènes. Quand on ne comprend pas bien les phénomènes, ben, on a des mesures, effectivement. On n'en est pas encore à établir une théorie, voilà, donc ça existe. Mais en faire d'une certaine façon une démarche systématique, ben, ça pose énormément de questions sur finalement la mise en question de la démarche scientifique elle-même. J'ai ma position là-dessus, bien sûr, mais voilà une transformation qui est amenée par l'IA. D'accord, merci. Éric ? Pour rebondir sur ce point que je trouve tout à fait fondamental, effectivement, si on a juste une boîte noire qui marche, mais on ne sait pas pourquoi, c'est pas génial. Mais je mentionnais ce matin à mes collègues, enfin ce midi au déjeuner, par exemple, on a un chercheur chez nous qui a travaillé sur l'utilisation du machine learning pour essayer d'extraire les lois appropriées à certaines situations, ce qui permet en plus, une fois que c'est fait, quelque part, de suggérer quelle est la loi classique. Est-ce qu'il faut, je sais pas, pour utiliser une loi normale pour telle situation, pour prédire, ou est-ce qu'il faut utiliser une régression statistique de telle façon, ou est-ce qu'il faut essayer ça? Donc, c'est une façon intelligente, je trouve, d'utiliser l'IA, pas comme boîte prédictive en tant que telle, mais pour aider à classifier quelles seraient les lois mathématiques connues qui pourraient s'appliquer le bien à un cadre d'expérience particulier. Et voilà, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, c'est un peu abstrait. Mais c'est intéressant parce qu'en gros, l'IA peut nous aider à faire le travail je sais pas, de Newton qui réfléchit à comment je peux mettre une équation pour modéliser ce phénomène. Et après, j'utilise l'équation quand j'ai trouvé qu'elle marchait bien. Je devine pas à chaque fois une nouvelle loi à chaque fois que je le fais, ou je n'utilise pas mon intuition à chaque étape. Je ne sais pas si ça peut te faire réagir, Raja. Oui, c'est aussi intéressant, effectivement, parce que selon la loi de distribution des données en question, on peut imaginer quelles sont effectivement les lois les plus appropriées ou les méthodes d'approximation les plus appropriées. Donc oui, c'est intéressant. Ça peut gagner du temps à nous guider. Sauf que moi, j'ai toujours la réaction de dire, c'est en cherchant la loi que j'apprends beaucoup de choses. C'est pas en la trouvant. Donc, ça me fait rater cette étape, quoi. Mais bon, pourquoi pas, quand même. Okay. L'idée, c'est d'accélérer l'exploration, en fait, dans un cas comme ça. Denis voulait réagir, oui. Oui. Moi, je suis un peu entre les deux. Je voudrais mitiger un peu ce que tu dis, Eric, parce que quelque part, c'est vrai que les données peuvent être utiles, mais comme de la même manière, enfin nous en informatique, on est quand même plus vient des mathématiques, etc. Donc on est dans des sciences, on va dire un peu, les sciences dures, très dures. et quand on parle des physiciens, etc., ils utilisent ce qu'on appelle la recherche empirique. Donc du coup, c'est sûr que les données peuvent apporter ce volet dans les sciences informatiques et mathématiques, ce volet un peu empirique en proposant un outil qui essaie de faire émerger quelque chose, quoi, comme on fait en physique. Mais après, on confronte le modèle. Et une fois qu'on confronte le modèle, on va voir dans quelle mesure, au niveau macroscopique, ça correspond, on va changer des paramètres, etc. Donc, on va progresser dans la compréhension. Et moi, je m'oppose totalement en fait, au fait qu'une IA, d'une manière ou d'une autre, puisse générer de l'information équationnelle, de l'information... je serais d'accord avec Raja là-dessus 100%. C'est-à-dire, je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas perdre le contrôle des choses et de l'understanding, de la compréhension profonde des phénomènes. Ça, on en a besoin. On en a besoin pour l'évolution, pour la résilience. Imaginez qu'à un moment donné, il y ait des problèmes de disponibilité des super grosses machines dont on parlait tout à l'heure, la fin de l'exposé. Qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on peut pas. Quand on fait la météo, on en a besoin. Quand on fait, si jamais c'est la météo, maintenant, ce n'est que des équations qui sont sorties de nulle part ailleurs et on ne sait pas du tout d'où ça vient.
on perd la notion de quel est le degré hygrométrique là-dedans, quelle est la température, quelle est toute la complexité. Et ça, c'est dans les équations. C'est dans l'équation différentielle, etc. Donc du coup, pour faire court, moi, les data, c'est bien parce que nous, on doit s'ouvrir aussi à d'autres types. La science empirique, ça me paraît très intéressant de l'amener dans nos labos, ça c'est sûr. Il y a une partie de l'informatique qui est habituée à ça. Mais par contre, pas pour remplacer une quelconque fondement qui nous éloignerait des fondements vraiment des phénomènes, quoi. Ça, je pense qu'il faut qu'on garde le contrôle complet de la compréhension des outils, et l'IA ne l'a pas. Alors après, si on va jusqu'au bout pour vraiment jouer la contradiction, il y a des théorèmes aujourd'hui qu'on ne peut résoudre qu'avec, par exemple, une démonstration qui est formelle, mais qui fait 5000 pages et qui a été générée par une IA et que donc aucun humain ne peut comprendre. Néanmoins, on a trouvé une preuve formelle de certains théorèmes. Donc bon, là, on s'éloigne de la problématique de l'IA typique de machine learning. C'est pas forcément sorti avec ça, mais voilà, c'est des cas où on est à la frontière, quoi. Bon, il y a des théorèmes qui ont mis le grand théorème de Fermat, etc. Il y a eu des siècles pour la démontrer. Ça s'appelait conjecture. Voilà. Mais maintenant, elle est résolue, mais un humain normal peut pas enfin même un mathématicien peut quasiment pas. On va passer. C'est peut-être un peu trop abstrait. Il y a Bernard qui. Oui, la parole, juste. Puis une petite parenthèse, en préparant cette table ronde, on s'est dit qu'il n'est pas ronde, on s'est dit qu'on n'était que des mâles blancs depuis 40 ans, c'était vraiment très dommage. Voilà. Donc on l'a tous regretté, voilà, mais bon, donc, mais il faut quand même le souligner, parce que c'est vrai que c'est toujours des choses qui marquent. Oui, sur l'aspect recherche, je suis d'accord. Alors moi, je viens du management, donc de sciences plutôt sociales. Donc nous, notre approche, elle est essentiellement terrain. Quand on étudie, moi j'étudie l'usage de l'IA, je vais aller voir des gens qui font de l'IA et puis je regarde ce qu'ils font avec. Et on est moins que parce que je suis plutôt en gestion, moins que nos collègues économistes qui sont plutôt à travailler sur les données. Donc sur ces deux... Mais je trouvais très intéressant effectivement que le fait qu'il y ait une approche très instrumentale puisse se dire, est-ce que l'instrument ne nous cache pas la réalité ? Est-ce que ce n'est pas un espèce de voile qui va nous empêcher de sentir la réalité ? Et c'est des questions qu'on se pose très, très, très souvent dans nos disciplines. Et ça prouve encore une fois ce qu'on a dit ce matin, l'importance de l'interdisciplinarité. Et l'autre point important pour la recherche, avant de passer, parce que madame avait une question, c'est que les outils numériques, dans tous les domaines, ils ont modifié la façon dont on travaille. Ça a toujours été le cas. Donc, effectivement, l'IA arrive et va modifier la façon dont on fait la recherche. Je trouve un peu très utile, moi, une IA. Je commence à les utiliser, qui me fait des résumés en une demi-page d'articles qui me permet d'aller plus vite. Après, ça veut dire que j'identifie plutôt les bons articles et qu'après, je vais aller plonger dedans. Mais ça me fait gagner du temps. Ça va faire gagner du temps à des jeunes chercheurs. Ça permet d'analyser les données plus rapidement, d'avoir des outils plus accessibles. Donc, il y a plein de choses qui vont faire que l'on va travailler différemment. Je pense qu'on est au début. On ne sait pas exactement comment on va faire. Mais en tout cas, ça va modifier nos façons de travailler parce qu'on a un outil qui est très puissant et qui va permettre de faire des choses que l'on n'était pas capable de faire ou qui coûtaient très cher avant. Donc ça, j'en suis absolument convaincu. Et pour passer le micro dans la salle, d'autres cas peut-être d'impact que vous avez pu constater dans vos équipes aussi de l'utilisation de l'IA. Là, tu as donné quelques exemples. Et si on veut réfléchir sur dans le travail des chercheurs, qu'est-ce qui a été changé par l'IA ? Ce matin a été cité le fait que, par exemple, il y a maintenant certaines publications qui interdisaient l'usage de l'IA, ne serait-ce que pour d'utiliser l'IA pour faire les rapports, mais ou d'utiliser l'IA dans la recherche. C'est le cas de Nature, si je me rappelle bien. Est-ce qu'il y a d'autres modifications dans les pratiques professionnelles des chercheurs ? Et après, on fera un focus après sur l'informatique et on ouvrira plus sur la salle. Nous, il y a des exemples intéressants des chercheurs qui sont à l'intersection des sciences sociales et des chercheurs interdisciplinaires qui utilisent par exemple l'IA pour analyser très vite des très gros volumes de données sociales, pour le coup, non structurées. Par exemple, on a un chercheur, je crois que j'avais montré ça à la conférence que j'avais fait pour le CIR, qui a utilisé les rapports de projets de milliers d'équipes c'était des projets de biologie de synthèse en fait, pour en sortir finalement des datas structurées sur quelle personne avait interagi avec quelle autre personne dans les équipes. Et ça, c'était possible, ça aurait été possible auparavant en prenant
de thésard pendant 3 ans pour analyser les 100 000 pages de données, et, parce que c'est de la donnée complètement non structurée. Avec une IA générative, en 2 jours, il a été capable de faire du code qui a produit la donnée structurée, qui après lui permet d'analyser les interactions sociales entre les gens à grande échelle. C'est un exemple parmi d'autres, mais du coup là c'est un outil qui sert vraiment la recherche et qui est solide. Merci beaucoup. Oui, je suis complètement néophyte sur le sujet, mais ça me passionne. Oui, Céline Leroy, donc, je suis chargée de mission transition écologique et sociétale à France Université. Et en fait, voilà, tout ça interroge beaucoup parce que je suis également sur un sujet, on va dire, assez transversal, que sont les transitions écologiques et sociétales. Et d'ailleurs, dans les objectifs de développement durable, il y a la dimension numérique et qui devrait aussi intégrer davantage l'IA. La question que je me posais justement sur la dimension pour une recherche aussi responsable et aussi et qu'elle soit à la fois responsable et compétitive, c'est justement comment au niveau international tout ce système-là va être régulé, parce que finalement si certains d'entre vous font le choix de limiter l'usage de l'IA parce que, voilà, comme vous l'avez dit, il y a des démarches scientifiques qu'aucune IA ne peut remplacer. Et en même temps, de dire, comme le disait Monsieur Chérel, que voilà, en gros, il y a des choses qu'on va faire en 2 jours qu'avant on aurait mis 3 ans à faire. Donc, comment sont des choix éthiques là et de compétitivité de la recherche aussi. Alors, voilà, comment est-ce qu'il y a au niveau français, est-ce qu'il y a une réflexion là-dessus, est-ce qu'il y a parce qu'il y a des enjeux, j'imagine, voilà, de compétitivité de la recherche française au niveau international. Il y a beaucoup de questions dans ma question, je suis désolée. Moi, je vais bien répondre sur une partie, parce qu'il y a beaucoup de points. La vie des laboratoires et qu'est-ce qui se passe au niveau des propres recherches. Parce que l'IA, effectivement, impacte, on va dire, les sujets de recherche eux-mêmes. Et il y a beaucoup de gens, et d'ailleurs beaucoup d'étudiants également, moi je suis enseignant dans une école d'ingénieurs, qui se posent beaucoup de questions sur leur avenir et qui, alors on appelle ça bifurquer, qui se redirigent, je préfère, c'est beaucoup plus positif, vers autre chose, c'est-à-dire qu'ils trouvent du sens dans autre chose que la pure tech. Parce qu'en fait, là, ce dont on parle actuellement, c'est, et ça nous est imposé quand même beaucoup par les politiques gouvernementales qui incitent aussi cette course en avant. Et on a l'impression que si on ne la suit pas, en fait, on ne peut pas publier, etc. Donc il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'initiatives, en particulier des chercheurs en informatique qui font, je crois que c'est au printemps prochain, une conférence publier les résultats qu'on ne peut pas publier ailleurs, ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est-à-dire ils prennent le temps de publier d'autres résultats qui n'iront pas dans le mainstream de la plupart des conférences. La plupart des domaines, en fait, incluent des sessions sur l'IA à l'heure actuelle, en informatique, même s'ils ne sont pas spécialistes en informatique, en cloud, en high performance computing, etc. Il y a des sessions dédiées complètement sur ce sujet. Donc on voit bien qu'il y a d'un côté quelque chose qui est imposé par les budgets, par les appels à projets. On a beaucoup d'argent là-dedans, donc on a des fortes incitations qui nous font croire qu'effectivement, j'ai parlé de découplage tout à l'heure, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on a une fuite en avant là-dessus, et ce qu'on essaye vraiment de faire l'imaginaire actuellement, c'est de dire on va le faire mieux, et puis en serrant les fesses, en espérant que ça passe. Donc, pour résumer, à l'intérieur de nos équipes de recherche, on se pose beaucoup de questions sur les thématiques, dans quelle mesure on peut, alors, soit utiliser l'IA comme outil, ça, bien sûr, c'est un outil technologique comme un autre, potentiellement. Donc moi, je trouve ça plutôt bien qu'on ait accès à un moment donné à une bibliographie un peu plus rapidement, etc. Ça peut faire gagner du temps. Mais de là à dire il faut absolument que sur tous les sujets, on gagne 2 ans qu'on participe encore plus à cette accélération, ça me paraît même contraire en fait à la vision du chercheur qui a besoin de temps. Et il faut le dire quand même. Un chercheur a besoin de temps pour faire les résultats les plus profonds. Que moi, je suis un peu en fin de carrière. J'ai vu, il m'a fallu plusieurs années pour sortir mes résultats qui ont été les plus cités. C'est quand même une réalité. Et une IA en presse-bouton ne pourra pas remplacer ça. Enfin, ça, je suis convaincu que ça ne pourra pas remplacer ça. Donc maintenant, la question qui est compliquée dans les labos, c'est de savoir à la fois pouvoir émarger à des sujets de recherche qui sont financés, et donc pouvoir avoir des doctorants, etc. Et puis pouvoir choisir un sujet qui soit compatible avec...
Je suis très intéressé par ce qui est transition, justement. C'est-à-dire que cette transition, elle doit être lente. Elle doit prendre le temps, quelque part, cette accélération. Mais on y est confronté. On est confronté à l'intérieur. Il y a des chercheurs qui ne veulent plus travailler sur les sujets classiques non plus. Et ça, il faut y répondre. Les étudiants aussi. Les étudiants qui viennent nous voir en nous disant « Moi, je suis intéressé par tel problème de l'environnement et je veux participer à ça. » Donc, ils viennent avec... et souvent, les sujets sont un peu orthogonaux à ce que l'IA nous promet. Donc, l'IA, oui, comme support, comme soutien, comme nouveau outil technique. Maintenant, qu'il n'y ait que de l'IA, etc., je trouve ça dramatique. Des collègues utilisent le terme de béquille professionnelle, en fait, comme un outil qui te permet d'avancer quand tu as besoin d'aide, de soutien, en fait. Voilà, on a évoqué ce matin. Comme un outil comme un autre, oui. Comme un outil comme un autre, mais avec peut-être aussi, en ayant dans la réflexion, toutes les limites et les biais et toutes les problématiques que ça pose, que ce soit boîte noire, les biais, etc. C'est-à-dire en ayant la prudence de l'utilisation de cet outil-là, au même titre que quand on utilise un outil dangereux, on doit savoir ce qu'on va utiliser, quoi. Voilà. Je vous en prie. Justement, moi j'ai l'impression que on sait tout ce que tu viens de résumer, mais on passe par-dessus. Oui. On l'ignore. C'est-à-dire que le fameux avertissement qui dit « Attention, je peux dire n'importe quoi », bon, c'est pas grave, on continue quand même. Donc, ça me gêne énormément de dire « Bon, on va l'utiliser pour résumer des articles ». Mais qui me prouve que le résumé est correct ? Si je dois relire les articles pour vérifier que le résumé est correct, j'ai rien gagné, évidemment. Donc il y a quand même un sujet qui est la confiance qu'on peut accorder aux résultats. Donc ça me fait gagner du temps. Donc ça, évidemment, c'est toujours comme ça. Hein, c'est augmenter le temps, augmenter la productivité. C'est ça qui motive toute l'utilisation de l'automatisation, de la mécanisation. Mais il faut ensuite être conscient que le résultat peut amener à faire des choses complètement problématiques. Quand il s'agit d'articles scientifiques, moi, ça ne m'intéresse pas de lire le résumé et la conclusion de l'article. Je veux regarder le détail, je veux regarder les figures, je veux regarder s'il n'a pas utilisé une échelle logarithmique au lieu d'une échelle linéaire. Il y a parfois des choses dans la manière dont les résultats sont présentés qui font voir que soit il y a quelque chose d'intéressant, soit il y a un problème, etc. Un résumé fait par ChatGPT ne va jamais aller regarder ces détails-là. Donc, qu'est-ce que je gagne finalement sur le fond, si ce n'est l'impression d'avoir gagné du temps ? Je dis bien l'impression d'avoir gagné du temps. Donc, vraiment, je suis très dubitatif sur l'utilisation de ces outils dans les métiers qui nécessitent justement de prendre le temps de regarder dans les détails, d'analyser, de comprendre, surtout de comprendre, et pas juste de faire une sorte de... un vernis du contenu des textes. Alors, merci, parce que je vais tenter une transition. Là, on vient de parler du contrôle de ce qui était produit par les IA. Là, on en a parlé un petit peu. Et ce matin, ce qui a été évoqué comme usage de l'IA dans les métiers du numérique, c'est par exemple la génération de code. Donc, je tente le passage à la deuxième question. C'est un peu périlleux comme tentative, je ne sais pas, vous me direz. C'est l'utilisation de l'IA dans les métiers du numérique. Donc, est-ce que, au-delà de la partie du code, est-ce que vous avez d'autres mesures d'incidence ? On a évoqué tout à l'heure la sécurité. Est-ce que vous avez d'autres exemples ou questionnements, justement, ou pas forcément des réponses, mais peut-être des questions, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les métiers du numérique ? Alors, pas spécifiquement dans l'enseignement supérieur et de la recherche, mais d'une manière plus large. Est-ce que vous avez des choses à raconter sur cette chose-là ? Eric, tu as l'air motivé. Oui, je suis motivé. Pour le coup, c'est vraiment ma spécialité de diriger des équipes de développement de plateformes numériques. Donc déjà, sur l'utilisation pour le code, en fait, c'est ambigu aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez générer du code très facilement avec plein d'IA, que ce soit des IA spécialisées type Copilot ou même ChatGPT à la version 4. Par exemple, il vous fait du code en Python relativement correct. À un niveau basique, ça marche très bien. Le problème, c'est que si c'est repris tel quel sans compréhension, on risque de laisser passer des trous énormes. Donc en fait,
ça ne doit pas être une béquille, ça doit être un outil pour des gens qui ont déjà une compréhension profonde de ce qu'ils font. Et, par exemple, je ne sais plus si c'était ce midi, on mentionnait l'école 42, avec qui on commence nous à travailler. Donc il y a plein de problèmes dans leur pédagogie, mais c'est néanmoins intéressant parce qu'ils poussent un peu le modèle dans des directions différentes. Les étudiants là-bas ont le droit d'utiliser ChatGPT et tout ce qu'ils veulent pour générer le code de leur projet. Il faut savoir qu'ils sont évalués uniquement sur leur projet ou quasi uniquement sur leur projet. Mais il y a un hic. À tout moment, on peut leur demander d'expliquer le code qu'ils ont réalisé. Et s'ils ne sont pas capables de l'expliquer, ils ont 0, en fait. Donc, ils peuvent gagner du temps en utilisant ChatGPT, mais de même qu'ils peuvent utiliser Stack Overflow pour aller trouver des exemples d'algorithmes qui ont été développés par d'autres et qui puissent être applicables à leur périmètre, et un bon développeur, il doit savoir faire ça. Mais un bon développeur, il doit savoir le faire en ayant conscience des risques qui vont avec et de comprendre ce qu'il prend pour prendre ce qui est le plus approprié, vraiment adapté à son problème à lui, et puis sécurisé, qu'il n'y ait pas les biais qui vont avec. Donc ça, c'est assez généralisable d'ailleurs à l'usage de l'IA en recherche de manière générale. C'est utile si on a une compréhension profonde du problème derrière et que ça nous permet d'aller plus loin ou plus vite. Mais si on n'est pas expert, ça risque d'être contre-productif. Et est-ce que dans les équipes, il y a les mêmes interrogations? Alors, excusez-moi, je vais faire un bond dans le temps, que l'apparition des langages 4e génération, alors, ça c'est pour les plus anciens d'entre nous, l'idée était des fonctionnels ou des gens du métier vont décrire des besoins, des algorithmes, des règles de gestion, et puis on appuiera sur un bouton et ça va générer des écrans, des impressions, et ça va générer des systèmes d'information, ou en tout cas des logiciels. Est-ce que ce type de question, tu l'as entendu, vous l'avez entendu dans vos équipes en disant, oui, on va peut-être pouvoir revenir à redonner la matière des systèmes d'information à des gens du métier et bypasser, entre guillemets, les équipes informatiques qui font de la conception, du développement, du test, de la pré-prod, de la mise en prod, etc., toute l'expertise sur des pseudo-no-code qui vont être générés à partir d'expressions verbales d'usagers ou de gens du métier, sans passer par l'informatique. Est-ce que c'est quelque chose dont vous avez entendu parler, ou est-ce que c'est encore du domaine de la fantasmagorie, de l'inquiétude non objective? Plutôt que les IA, ce que tu décris là, c'est plutôt les outils low-code, no-code, qui te permettent visuellement en fait, d'arriver à créer des programmes assez simples très rapidement. L'étape d'après, en fait. Moi, je suis sur l'étape d'après, de dire je raconte un truc à ChatGPT et il me fait l'appli. Alors, ça commence à marcher pour des trucs très basiques. C'est intéressant d'ailleurs, j'avais vu des gens qui ont essayé de pousser le système, par exemple en mettant en compétition sur un temps très court un développeur expérimenté, un développeur spécialisé en machine learning mais qui n'était pas développeur web, et un débutant complet qui n'avait jamais programmé une ligne. Essayer de lui faire une application métier basique en 2 heures. Et on voit qu'en fait les trois y arrivent à peu près, mais que le résultat est quand même très différent et les méthodes pour y arriver sont extrêmement différentes. En vrai, à la fin des 2 heures, celui qui il produit très vite, celui qui est fort en ML, il a l'habitude de parler à des IA, donc il va aller vite au début, mais il va après perdre en productivité et dans la finition, parce qu'en fait, il n'aura pas la compréhension profonde. Et c'est encore plus vrai avec le débutant complet, où il ira beaucoup plus loin que ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas eu ChatGPT ou équivalent. Il arrivera quand même à un résultat qui est à peu près potable, mais où il y aura des trous énormes dedans. Et en vrai, à la fin, pour dépasser ça, il sera obligé de comprendre les fondamentaux de ce qu'il fait. Sinon, il fera que recopier des bouts de code sans voir les impacts. Et ça marche pour le basique, mais quand on commence à interconnecter des choses complexes, ça fonctionne plus. Donc ça enlève pas du tout l'expertise. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ça nécessite quand même d'avoir une compréhension profonde de ce qu'on fait derrière quand on commence à arriver à un rendu professionnel. Le vrai avantage, c'est que par contre, le débutant, il peut prototyper. Il peut créer un truc qui n'est pas terrible, mais il peut le faire extrêmement vite, et ça fait un modèle qu'on peut montrer finalement et qui commence déjà à lancer le débat et à faire une première itération autour du produit. Ok, merci. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est qu'on va passer à la partie interactive. Alors, on va vous faire travailler un tout petit peu, ne vous inquiétez pas, mais vraiment un tout petit peu. On va faire 2 séquences d'interaction. Donc, d'abord, je vais faire une manipulation que j'espère fonctionner sur cet ordinateur-là pour que ça marche. On va vous proposer de vous rendre sur un site qui s'appelle WooClap. Je vais vous faire apparaître les questions. J'espère qu'il n'y a pas de mot de passe sur l'ordinateur. Non, c'est bon. Alors, vous allez aller sur WooClap, ça s'écrit comme ceci, et j'espère pouvoir vous afficher. Bon, ça va aller. Voilà. Normalement, ça s'affiche là, voilà. Donc, si vous allez sur le site de WooClap, w2oclap.com,
et que vous rentrez dans l'événement qui s'appelle CUM IA 2023, avec votre téléphone ou votre ordinateur. Vous pouvez scanner le QR code si vous avez un téléphone. Voilà. On va vous proposer deux interactions cet après-midi. La première interaction, j'espère qu'en appuyant sur ce bouton-là, ça ne va pas faire disparaître de ce côté-là. Si, bien sûr, évidemment. Je le remets. Pardon. Une fois que vous y êtes, on va vous laisser quelques instants le temps d'y arriver. La première interaction, on va vous demander un mot qui, selon vous, caractériserait les problématiques. Problématiques, ce n'est pas forcément avec l'acception que problème, hein, c'est les thématiques, mais les problématiques qui sont liées à l'intelligence artificielle dans nos métiers. Donc, dans quelques secondes, je vais lancer la première question et vous verrez apparaître un nuage de mots. Donc, l'instruction, elle est... Est-ce que tout le monde a l'air d'être à peu près prêt? Si quelqu'un n'est pas encore arrivé, vous pouvez lever la main et on peut patienter. Je vois pas de main levée. Non, je vais la lancer là. J'attends que tout le monde soit connecté et arrive. Donc, allez-y. Selon vous, en un mot, quelle est la problématique la plus importante de l'IA dans le contexte de l'ESR? L'enseignement supérieur et la recherche. Et les mots les plus cités seront les mots-clés sur lesquels on va proposer la table ronde de débattre dans un premier temps. Ce que je n'ai pas vérifié, c'est est-ce qu'on voit bien la différence de taille de mots. Plus c'est gros, plus ils sont cités. Oui, c'est ça, mais après, entre gros et gros moyen... les gens répondent une fois. Oui, vous pouvez même le faire plusieurs fois. Hein. Je crois. Vous pouvez mettre plusieurs mots. Le même mot. Vous pouvez mettre, évitez le même mot, sinon on va biaiser, mais de toute façon, vu qu'on a parlé de biais, à la limite, faites comme vous voulez. Ceux qui ont le temps de développer un script pour envoyer 1000 fois leurs mots. Oui, c'est ça. Voilà. Vous demandez à ChatGPT, fais-moi un script pour WooClap pour mettre 1000 fois le mot. Quête de sens, par exemple. Avec les systèmes voilà. sont capables de faire ça. Ah oui. Alors... juste, je vous explique la deuxième interaction qu'on fera tout à l'heure, c'est que tout à l'heure, vous poserez des questions avec du texte un peu plus long. Donc voilà, vous pourrez avoir une zone d'expression un peu plus longue. Et vous pourrez voter sur les différentes questions des uns et des autres. Et comme ça sera ces questions-là qui seront, citées et utilisées pour nos débats cet après-midi. Ah, il y a l'évaluation des étudiants là, qui vient de faire une remontée spectaculaire. Peut-être, oui, beaucoup plus que la confiance. Très rapide de remontée de l'évaluation des étudiants. Voilà. Ouais. C'est une interprétation différente du mot problématique. Oui, peut-être. On essaie de trouver. Thématique, c'était trop. Voilà, c'était un peu trop général. On peut commencer déjà sur l'évaluation des étudiants. Vous avez 4 heures, c'est ça, non? Et vous ne serez pas évalué. Voilà. Pas facile hein, comme question. Je peux en dire un petit mot, mais je peux ouais. Non, mais vas-y, enfin, c'est expression libre cet après-midi si vous voulez. Nous, du coup, on s'est dit qu'effectivement, sur l'évaluation des étudiants, il fallait se baser sur des nouveaux modèles. Déjà, il faut sortir de l'évaluation pure des connaissances et rentrer dans l'évaluation des compétences, mais même voilà, sur les aptitudes, finalement, des étudiants. Et pour ça que c'est intéressant de donner un maximum de place à la mise en pratique. Et que finalement, il y a plusieurs dimensions à l'évaluation. Il y a l'évaluation, on va dire, classique, certification, examen, test, etc., qui est un pan qui est nécessaire parce qu'il faut un minimum de socle de connaissances pour qu'on sache. Mais que c'est bien aussi de systématiquement tester sur du projet, de la réalisation concrète, et donc d'être évalué sur la qualité de la production finale. D'autre part, on essaye de pousser chez nous l'évaluation par les pairs, parce que c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Et de fait, les étudiants, ils se jugent généralement assez sévèrement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il n'y a pas beaucoup de copinage et d'ailleurs, il y a des moyens de le contrer en
en voyant s'il y a une hétérogénéité très forte dans la façon d'évaluer. Et un dernier axe qui est intéressant, c'est finalement de pousser l'auto-évaluation et l'auto-documentation des apprentissages. Laisser les étudiants eux-mêmes, au fur et à mesure de l'avancement de leurs études, évaluer leur progrès et d'expliquer pourquoi ils pensent qu'ils ont progressé. Et cette dimension réflexive, on sait qu'elle est assez importante dans l'évaluation. Merci Eric. Bernard, je te laisse la parole. Alors, oui, ça complète un peu, ou c'est dit un peu différemment. L'évaluation formative, c'est-à-dire l'outil de coaching de l'étudiant ou de l'étudiante pour savoir où il en est, ces outils sont très bien et on doit développer ce type de façon de faire. Et les étudiants sont plutôt contents et on fait en fait relativement peu à l'université. Se donner du temps pour dire voilà où on en est, voilà ce que vous devriez savoir. Allez voir maintenant si vous êtes capable d'eux. Et faites-le tout seul. Et c'est des adultes, c'est pas des gamins, donc c'est des adultes. Donc ils sont, quand on leur explique bien, ils sont tout à fait capables de faire ça, que ce soit avec des outils X ou Y. L'évaluation qui pose le plus de problèmes, c'est l'évaluation sommative. Donc la dernière, celle qui va certifier. Alors, ce qui vient assez naturellement, j'en parlais ce matin, c'est effectivement le projet ou l'évaluation orale. Donc j'ai dit évaluation orale, c'est ce qu'il y a de mieux, parce que là, on sait vraiment si l'étudiant a compris, qu'est-ce qu'il a compris. L'évaluation de projet, c'est plus pratique parce qu'on peut passer un peu plus vite. Le problème, c'est qu'on évalue un groupe. Et après, il faut essayer d'identifier dans le groupe quelles sont les compétences ou les acquis qu'ont les différents membres du groupe. Nous, on appelle ça le passager clandestin en management, c'est très connu. Tous les étudiants le savent aussi, et tous les étudiants essaient de se mettre... Il y a un brouhaha quand on dit vous allez faire un truc avec un groupe de 4, et il y a un gros brouhaha pour dire qui se met avec les 4, quels sont les groupes qui vont être formés. Donc c'est assez compliqué d'arriver, ça c'est le premier élément, à évaluer individuellement quand on fait de l'évaluation de groupe. Et puis le dernier point qui me paraît être important, c'est que ça nécessite quand même, ce que je disais aussi un peu ce matin, d'avoir défini clairement quelles étaient les compétences attendues au départ. C'est-à-dire qu'on a un cours d'algèbre linéaire, on a un cours de stratégie marketing, de n'importe quoi. Il faut quand même qu'il y ait une équipe pédagogique qui soit dit, à la fin du cours, nos étudiants sauront faire ça, ça, ça et ça. Et du coup, on va évaluer en fonction de ça, ça, ça et ça. Or, aujourd'hui, c'est très peu fait, cette réflexion-là. On ne fait pas un bouclage précis entre la nature de l'examen que l'on met en place et le type de compétences qu'on vise. On raisonne souvent avec des aspects pratiques. Tu auras 1 heure ou tu auras 2 heures, tu as 1000 étudiants ou tu en as 20. Il faut que ça soit fait absolument au mois d'avril. Et voilà, on gère toutes ces contraintes et en fonction de ces contraintes, de facto, je ne pense pas noircir le tableau, on fait l'examen qu'on est capable de faire avec nos moyens. Tu as des chargés de TD, tu n'en as pas, tu es tout seul pour tes 1000 copies ou tu as du monde, etc., etc. Donc on fait comme on peut. Donc je crois que le point le plus important avec l'ensemble de ces nouveaux outils, c'est vraiment de remettre sur la table le contenu des cours, les objectifs visés des cours et de faire ce qu'on fait en sciences de l'éducation depuis toujours, de faire le lien entre le mode d'évaluation et les compétences. Cette compétence-là, à l'oral, c'est très bien. Cette compétence-là, ça peut être un petit truc écrit vite fait. Et celle-là, je ne peux l'avoir que sur le terrain. Donc, il faut que je trouve une mise en situation et que cette mise en situation soit faisable, juste faisable, de façon à pouvoir la faire le plus correctement possible. Et c'est vrai que l'évaluation par les pairs, à l'école 42, j'avais aussi regardé ce qu'ils faisaient, c'est très efficace. Alors, on ne peut pas tout... ça ne peut pas être que ça, mais sinon ça me paraît très bizarre. Mais avoir ça comme étant un des éléments de l'évaluation, c'est je pense, possible. Mais c'est une vraie science, quoi. On ne fait pas n'importe quoi quand on fait de l'évaluation. Et ça veut dire qu'on a un travail qui est un travail sérieux et qui est lourd de conséquences derrière. Il faut être capable de l'assumer derrière. Et c'est vraiment pas facile, vraiment. Merci. Je vais vous proposer de figer un petit peu notre nuage de mots, parce que je le vois bouger, je me dis tiens, le premier sujet passe 8e, etc. Juste un tout petit complément. Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, vraiment 100%. Il y a juste une chose, par projet, donc c'est vrai que c'est plus efficace. Ce qui est possible de faire, c'est ne pas laisser les étudiants choisir, mais prendre de manière aléatoire 3 ou 4 personnes. Donc comme ça, ils n'ont pas cette stratégie
là-dessus. Et puis de demander aussi ce qu'on fait de plus en plus dans les articles scientifiques, de mettre un crédit. Moi, c'est ce que je demande systématiquement. C'est-à-dire, à la fin, on dit exactement dans un projet qui a fait quoi. Et ça, c'est transparent pour l'ensemble des gens, avec des pourcentages. Et ça quand même s'affiche, parce que la personne qui a tout fait, il ne mettra pas 50-50. Donc, il y a de toutes petites choses qui peuvent être aménagées, mais c'est une manière de faire. Il y a des façons d'identifier les passagers clandestins. Oui, d'accord. Ça, c'est le crédit, c'est très bon. Pour les articles scientifiques, c'est pareil. Merci. Le deuxième, il y avait à peu près ex aequo, parce que ça a bougé. Je vais faire un choix par rapport aux objectifs de la journée, c'est les biais algorithmiques. C'était le deuxième, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, c'est le deuxième. Parce que la partie impact environnemental, on a eu un excellent exposé de Denis. Il y a les biais algorithmiques et donc peut-être une question que se posent les équipes du numérique par l'utilisation de l'IA, ou peut-être dans les autres métiers. Hein. Parce qu'il n'y a pas que les équipes du numérique qui vont utiliser l'IA, maintenant c'est ouvert à tout le monde. Donc, est-ce que vous, par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure déjà, il y a les biais de genre, il y a les biais d'anthropomorphisme, entre guillemets, qu'on va avoir. Est-ce que vous avez d'autres illustrations justement sur ce sujet des biais algorithmiques qui sont générés par les intelligences artificielles, par rapport aux jeux de données notamment? Ou est-ce que le sujet est trop vaste? Ou on peut passer à un autre, hein, si vous pensez que celui-ci n'est pas... Peut-être. Ouais. Juste à la frontière de ce problème-là, il y a ce sujet que j'avais abordé finalement à la toute fin de ma présentation. Oui. C'est que je pense qu'à un moment, il y aura des biais algorithmiques conscients qui seront intégrés, par exemple, pour la publicité ou par des États ou des acteurs importants qui voudront promouvoir telle ou telle cause. D'accord. Et ça, c'est quand même une source potentielle de problèmes. Ou le biais, entre guillemets, les modifications qui ont été faites à un moment donné sur ChatGPT notamment, liées aux citations scientifiques. Pour faire très très simple et de façon très vulgarisée, toutes les citations scientifiques sont en général à la fin des articles ou en référence. Et donc les mots sont très proches. Et vu que lui fait des statistiques sur les proximités de mots, il pouvait citer, il se trompait énormément sur les citations scientifiques parce qu'il changeait les années, il changeait les titres, etc. Donc ils ont fait une correction spécifique dans ChatGPT, en tout cas la version payante, pour que les citations soient mieux reprises et qu'ils évitent de faire justement cette espèce de mélange de citations. Ouais. De manière générale, de toute façon, on ne l'a pas trop dit aujourd'hui, mais en vrai, ChatGPT, il a des filtres post-traitement très, très, très importants. Oui. Il y a des milliers de gens qui ont travaillé à établir des règles explicites pour dire tu n'as pas le droit de dire ça, quand il y a tel mot, attention, c'est coupé, etc. Moi, la question du biais, je la trouve extrêmement problématique. Parce que définir le biais n'est pas si simple. C'est pas forcément une chose très commune, ce que je vais dire, mais l'existence de biais, ça signifie véritablement qu'il y a quelque chose qui est anormal par rapport à une situation donnée, et donc on a un biais. Mais pour reprendre l'exemple des hommes, des femmes et des ordinateurs, en réalité, il y a peut-être effectivement dans la population étudiée plus d'hommes que de femmes qui utilisent des ordinateurs. Dans la société, on voudrait que ce soit égalitaire. Donc, il y a un biais qui existe dans la société, qui se traduit dans les données, mais le système n'est pas biaisé. Dire donc on a un problème de biais à traiter, c'est pas juste un problème d'IA, c'est un problème de société. Et donc l'IA va nous mettre le nez devant un problème de biais qui existe dans la société, reflété par les données. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On va pas corriger. Il faut corriger la société. Bah oui. On va corriger la société. Corriger le système pour qu'il ne soit pas biaisé, c'est en fait le biaiser. Donc j'ai un problème qui est le fait que le biais, pour moi, enfin, il n'y a pas que ces cas-là que j'ai mentionnés là, mais juste, il y a souvent ça. C'est-à-dire que ça révèle un biais dans la société. Ce n'est pas forcément un problème d'IA.
Et quand on détecte des biais, on dit il faut faire de l'équité, donc il faut corriger le système. Et c'est là, on va introduire un biais dans le système pour qu'il corrige. Mais c'est pas ça qu'il faut faire, parce qu'après on est content, alors que la société, elle est toujours la même. Donc je pense que le sujet du biais, il est vraiment complexe. Celui qui est souvent cité comme exemple de biais, c'est quand on demande des illustrations de médecins, par exemple. Là, c'est un problème de données, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on tape le mot médecin sur une barre de recherche et qu'on demande des photos, il va y avoir à 80 et quelques pourcents, je donne des chiffres un peu au pif, mais très majoritairement des photos d'hommes, alors que la réalité n'est pas celle-ci, c'est qu'il y a peut-être égalité du nombre de femmes et d'hommes dans ce métier. Et donc l'IA ne fait que reproduire, effectivement, là, un biais de données et pas un biais de réalité sociale. Ouais. Oui. Ça peut être une des problématiques. Ouais. J'hésite à passer à un troisième sujet, plutôt que... Est-ce que vous êtes motivé pour poser des questions et voter pour les questions qui vont être posées? Comme ça, on va les passer dans l'ordre. Et puis, une fois qu'on a passé un certain nombre de questions et qu'on considère que la table ronde arrive à sa fin, on gardera et on capitalisera et le nuage de mots et les questions pour peut-être imaginer une suite à cette journée. Cette suite, on ne sait pas vous dire laquelle elle pourra être, mais en tout cas, on peut essayer d'imaginer peut-être un webinaire sur un des thèmes, refaire une présentation sur un des sujets. Donc moi, je vais vous proposer, si vous voulez, de passer à la deuxième question, à la deuxième série d'interactions. Si ça vous va, hein, je parle sous votre contrôle, hein, c'est vous qui... Moi, je vais juste vous faire interroger. La deuxième partie, c'est vos questions autour de l'IA dans le domaine du numérique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Donc là, l'idée, on refait un focus. On essaie de faire un focus plus sur le sujet du numérique. Et là, c'est de poser des questions. Alors, on n'aura pas nécessairement toutes les réponses cet après-midi, mais on pourra peut-être aussi travailler à obtenir les réponses. Et puis, une fois cette séquence de questions passée, si vous le voulez bien, on essaiera de regarder peut-être les sujets que j'ai évoqués en introduction, c'est-à-dire, si on ne les a pas traités là, sujet de formation, sujet de sensibilisation des gouvernances et d'implication des gouvernances, parce qu'on a traité le sujet de la recherche déjà, donc je pense que sur les 3 que j'ai cités, on en a déjà traité un, il nous reste 2. Ouais, attendez, vous laissez. Voilà, c'est bon. Les questions qui apparaissent, vous pouvez les liker, pardon, hein, c'est version un peu réseaux sociaux. Vous pouvez les liker, celles qui vous semblent les plus intéressantes à mettre en avant. Vous avez le droit de liker votre propre question, on n'aura pas de contrôle. Alors là, pour le moment, arrive en tête la société pour demain. Ça va être un peu compliqué à traiter. On peut, hein. J'ai un train à 18h45, si vous voulez, ça va. Les formations pour les apprenants. C'est-à-dire pour nos étudiants, le sujet de l'IA, qu'est-ce qu'on leur apprend sur le sujet de l'IA? Est-ce que quelqu'un a des éléments de réponse sur cette première question, qui est dans le top 3 pour le moment, toujours? Qu'est-ce qu'on doit apprendre à nos chers étudiants ou élèves sur ce sujet-là? D'abord, vous, moi je pense que la première chose à leur apprendre, c'est qu'est-ce que c'est et comment ça marche. C'est-à-dire casser le mythe. Concrètement, ça veut dire quoi ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Déjà, le terme est extrêmement problématique, évidemment. Mais c'est quoi l'intelligence artificielle? C'est la première chose que les gens, plutôt que de parler et d'utiliser des termes qu'on ne comprend pas, il faut utiliser des termes qu'on comprend. Donc il y a un formidable effort d'explication, quasiment de vulgarisation, parce qu'on ne va pas tout comprendre à n'importe quel âge, qui est pour moi le début. Et après, évidemment, quand on comprend comment ça marche, on peut comprendre plus facilement les limites, les questions d'utilisation qui peuvent être posées, les impacts environnementaux, etc. Il ne suffit pas d'affirmer des choses. Il s'agit vraiment de faire comprendre qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne. Et à ce moment-là, on peut dérouler
toute la pelote. Donc on leur fera suivre le résumé de notre journée, par exemple. Oui, là c'est pas tellement un exemple étudiant, mais on essaye nous de monter de la sensibilisation pour les professeurs des écoles en fait, et notamment des ateliers. Il y a une association avec qui on bosse qui s'appelle les bâtisseurs des possibles et qui est vraiment sur changer la mise en situation des enseignants et pour prendre en compte plein de problématiques autour des objectifs de développement durable notamment, mais aussi par exemple l'IA. Et dans ce cadre-là, on essaie de monter des ateliers, c'est encore très, très expérimental. Et l'idée, c'est qu'on mette un peu les élèves face aux contradictions de ce système-là, par exemple, en atelier, de manière très opérationnelle. On leur fait faire en groupe des exercices sur ChatGPT en essayant de faire se contredire ChatGPT ou dire des bêtises. Et il y a plein d'élèves, ils ont tous, globalement, même en CM1, ils ont déjà pratiquement tous touché à ChatGPT, mais quasiment aucun se rend compte de ses limites. Donc le fait de les mettre physiquement en capacité de faire se contredire ou dire des bêtises à l'IA, c'est déjà une bonne façon de leur faire prendre conscience de ça. Et du coup, après, on peut aller un peu plus loin et leur faire comprendre dans les grandes lignes comment ça marche, avec les limites, évidemment, de leur connaissance à cet âge-là. Merci Eric. Je passerai par la Denis. Après, je prendrai la première, une question qui est arrivée dans le lit de parade. Ouais, donc là, dans ce que alors nous aussi, on intervient pas mal dans les lycées, parce qu'il y a l'Académie de Grenoble a été avec Versailles pilote sur la formation de ces fameux agrègues de l'informatique et tout ça, et savoir quoi mettre dedans. Donc du coup, c'était assez important de construire les programmes. Et là, donc, il s'agit d'un certain public. Il est évident qu'on ne va pas faire la même chose avec des publics en collège, lycée, et des gens qui sont au début à l'université, dans des formations qui sont informatiques ou dans des formations qui sont biologiques ou autres. Donc du coup, moi, ce que je dirais là-dedans, c'est qu'il faut plutôt essayer de cibler un peu qui on a en face. Et même pour les informaticiens, nous, on a une filière qui est des gens qui veulent faire de la finance et des gens qui, au contraire, veulent faire des circuits intégrés, par exemple, enfin des embedded systems. Donc là, il ne s'agit pas de faire tout à fait la même chose. Donc on peut avoir des formations un peu généralistes qui sont pour tout le monde régulièrement, sous forme de journée, faire intervenir des gens un peu charismatiques ou connus sur des questions qui sont transversales. Et puis après, je pense qu'il faut aller sur des choses un peu plus spécialisées par rapport aux gens qu'on a en face. Et par rapport à certaines personnes, il faut essayer d'anticiper un tout petit peu les comportements. Et des gens qui sont en finance, on va dire un peu des choses différentes. Et peut-être que ça vaut le coup de faire, pour le coup, IA et économie. Et puis peut-être se remettre un tout petit peu en cause le système de la croissance, on va dire. Essayer de remplacer par d'autres mots. Et puis dire, il y a d'autres choses, il y a des alternatives, il y a qui sont compatibles avec des transitions. Et puis pareil, si les gens, au contraire, vont sur les circuits Summer Physical Systems, alors à ce moment-là, on peut vraiment jouer sur d'autres choses, d'autres compétences, et puis leur parler de vraie frugalité, avec faire mesurer des choses sur l'environnement, sur les émissions carbone ou autres. Donc moi, je pense qu'il faut essayer de s'adapter. Il y a à la fois faire du généraliste et du spécialisé, et être un peu à l'écoute et en flexibilité. Merci. Je vais vous proposer, alors je vais faire un petit saut dans les questions. Il y en a une, la première, qui est fixer les limites, cadrer l'utilisation des outils par les ministères concernés ou alors par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, la Direction générale de la recherche et de l'innovation. Donc là, il y a une question qu'on ne pourra peut-être pas aborder là, mais en tout cas, c'est un questionnement qu'on doit avoir dans nos métiers, c'est est-ce que celles et ceux qui donnent les orientations stratégiques sur le numérique universitaire ou sur le numérique d'État au sens large doivent fixer des limites ou peuvent fixer ou devraient fixer des limites sur l'utilisation de ces dispositifs et de ces outils. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui peut apporter réponse là, puisque déjà on doit attendre des réglementations européennes, et peut-être que la limitation des usages va être un petit peu compliquée par ces ministères, sachant qu'on a une politique d'État qui incite largement à l'utilisation et qui fait beaucoup de propositions d'investissement et de dépenses publiques dans ces domaines. Je vous propose de passer à la question qui est quelle formation pour les métiers de l'IT. Alors, je reprends un petit peu la formation pour les étudiants ou les élèves. C'est savoir ce que c'est, comprendre, développer l'esprit critique. Mais est-ce que, d'après vous, il y a d'autres éléments de formation qu'on devrait approfondir pour les collègues qui travaillent dans les équipes numériques? Il y a des métiers vraiment spécifiques qui nécessitent de l'adaptation.
Par exemple, il y a des filières de formation au MLOps qui se mettent en place pour avoir des ingénieurs système, des DevOps qui se spécialisent vraiment dans comment gérer correctement des gros moteurs machine learning, etc. Ça, voilà. Il y a un peu comme la transition au cloud. Aujourd'hui, la plupart de ces systèmes, ils sont pas physiquement sur des serveurs on-premise, enfin assez rarement, ou en tout cas, c'est un mix entre des choses qu'on a chez nous et des choses qu'on a à l'extérieur. Donc, du coup, comment on se forme à l'architecture de ces systèmes un peu hybrides. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Et puis, après, je pense que je l'ai un peu mentionné aussi dans la présentation ce matin, tout ce qui est autour des nouveaux types d'interfaces pour accéder aux applications. Maintenant, c'est possible de créer des applications entièrement en interface conversationnelle. C'est encore assez mineur, mais je pense que ça va forcément se développer parce que les gens, ils aiment bien interagir en fait avec ce type d'interface. C'est pas adapté à tout, évidemment. Il y a plein de cas où c'est bien plus simple d'avoir des boutons et c'est plus réactif, ou d'avoir un formulaire ou un système classique. Mais il y a des cas où interagir avec un système qui rebondit, qui donne l'impression d'avoir une certaine empathie, d'approfondir les questions, etc., ça a beaucoup de valeur. En pratique, comment on apprend à faire ce genre de système, comment on les intègre dans nos processus de développement, il va falloir se former, expérimenter. Et je pense que c'est vraiment pour les associations qu'on représente ici aussi, que ce soit le CUM, le CSIR ou la DSI ou d'autres, c'est intéressant qu'on mette en place du partage d'expériences et qu'on progresse tous ensemble dessus. Merci. Bertrand. Bernard, pardon. Alors, c'est une impression, parce que moi je ne travaille pas directement là-dessus, il y a un gros besoin sur les données, ça c'est une évidence. Et je pense que dans nos établissements, on a plutôt des constructions par grosses applications et par domaine, et qu'on ne sait pas bien faire du transversal. Moi j'ai été étonné en discutant avec des écoles privées de voir, nous on a à Nanterre un Moodle qui est énorme, on a 9000 cours, 30 000 étudiants connectés, donc on a une masse de données extraordinaire, et a priori, à ma connaissance, on n'en fait rien. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas l'ensemble de ce capital donné pour pouvoir mieux accompagner, il ne s'agit pas de les vendre à d'autres gens, mais mieux accompagner nos étudiants. Et pour avoir dirigé le service de formation continue pendant un certain temps, on a des systèmes qui sont étanches les uns vis-à-vis des autres. Donc on n'a pas la possibilité de pouvoir construire des choses beaucoup plus intéressantes avec des données transversales. Donc je pense qu'il y a tout un travail sur des données, sur la qualité des données, sur ce qui se fait dans les entreprises, qui est, vu de ma fenêtre, à améliorer dans les établissements. Ce matin, je proposais de faire dans les établissements des schémas directeurs de la donnée et de l'IA. C'est vraiment ça. C'est où est-ce qu'on a de la valeur, quel processus on cherche à améliorer, et où est-ce que c'est pertinent d'utiliser l'IA dedans. Pour plein d'exemples, mais les inscriptions, les problèmes de facturation quand on est en apprentissage ou en formation continue, tout ça, on a tout ça. Le capital, on l'a. Simplement, on ne sait pas l'utiliser. Il y a une question qui est apparue qui est, je la lis en entier, elle apparaît mieux sur mon écran. A-t-on une idée des métiers de l'IT qui seront profondément transformés, voire même disparaître ? Alors, je vais juste compléter un petit peu cette question qui est sur les domaines du numérique, dans nos environnements qu'on connaît. Je vais essayer de le caricaturer un petit peu. Ne conseillez pas à vos enfants d'être clercs de notaire. Parce que dans quelques années, il n'y aura plus besoin de clercs de notaire. Vraiment. C'est-à-dire que les actes qui seront faits dans les études notariales seront automatiquement générés et auront un tel niveau de qualité que il n'y aura plus besoin de ce type de métier. Il y a plein de métiers qui sont impactés. Alors je vais certainement citer des mauvais chiffres de la part du Gartner Group, mais à échéance d'une dizaine ou une vingtaine d'années, la moitié des métiers qui seront exercés n'existent pas aujourd'hui. Il y a 10 ans ou 15 ans, il n'y avait pas de de livreurs massifs dans nos rues. Maintenant, les restaurants font quasiment que de la livraison, ou beaucoup de livraison. Il y a plein de métiers comme ça qui apparaissent par l'intermédiaire du numérique. Là, on est bien en train de parler de numérique. Et donc, la question sur les impacts forts sur les métiers du numérique se pose. Nos collègues s'interrogent. Je vais juste apporter un petit témoignage. C'est qu'on est en train de faire une transformation collective, de partir des systèmes qui sont exploités dans nos établissements vers des systèmes, on va dire, cloud, pour faire simple, ou offre de service. En tout cas, il y a une transformation de l'exploitation des applications
est en train d'évoluer. Et ça a de l'incidence sur les métiers des collègues, ça a de l'incidence sur les technologies qu'ils doivent utiliser, ça a de l'incidence sur leur périmètre de responsabilité, puisqu'ils ne vont plus forcément exploiter l'application dans leur établissement pour leur établissement, mais peut-être l'application, participer à l'exploitation des applications pour les établissements. Et ce n'est pas le même job, et ce n'est pas le même niveau de responsabilité. Donc est-ce que l'apparition des IA va apporter autant de transformation, plus de transformation, et à part le métier de prompteur engineer qui ne sera pas forcément dans les DSI, est-ce qu'il y a d'autres éléments, on peut échanger avec la salle, sur justement l'impact sur les métiers du numérique? Bon, c'est une question difficile parce que c'est toujours difficile de prévoir les métiers qui vont être créés. Je veux dire que si je vous disais il y a 10 ans que l'arrivée de l'IA va créer plein de livreurs de pizza, on aurait rigolé, et c'est vrai. Bon. Et donc, c'est difficile de prévoir les métiers de l'avenir parce que c'est une transformation. Par exemple, quand avant, je suis un peu âgé, donc à une époque où mon chef, pour écrire une lettre, la dictait à la secrétaire. D'accord ? Donc, il prenait en sténo, puis après il la tapait, puis on mettait dans la poste et ça partait. Maintenant, la secrétaire est toujours là. C'est toujours la secrétaire. Elle fait plein de choses. Elle ne fait pas ça. Et ça a été remplacé non pas par de l'IA ou je ne sais pas quoi, ça a été remplacé par le mail, qui joue un rôle complètement différent en fait que la lettre. C'est pas la même chose. Et ça a transformé la vie de tout le monde, parce que le mail, j'envoie un mail, j'attends une réponse dans les 5 secondes, parce que s'il n'a pas répondu, c'est que... Bon. Donc, il y a une transformation considérable de tout. C'est pas juste le métier de la secrétaire. C'est pour ça que je dis, attention dans les prédictions sur tel métier qui apparaît, tel métier qui disparaît, on a souvent tort. Même le prompt engineer peut être remplacé par un autre chat GPT qui... Donc voilà, moi c'est une question que je contourne toujours parce que c'est ce que je suis en train de faire. On peut se poser la question de quel est le métier de la DSI qui a le moins de chances de changer. Oui. Moi, je parierais par exemple sur le technicien support. Parce qu'en fait, s'il faut aller physiquement dans les locaux des gens, vérifier que l'imprimante elle est branchée, changer ses cartouches, en fait, c'est pas ChatGPT qui va le faire pour vous. Ça, c'est vrai. Donc ce métier-là, je pense qu'il ne changera pas. Et peut-être que par contre, il prendra de la valeur parce que finalement, d'autres activités seront plus facilement externalisables. Et juste sur le côté livreur de pizza, en fait, je vais vous donner un contre-exemple. Un des romans fondateurs de la science-fiction qui a prévu énormément de trucs, dont les assistants universels IA, il s'appelle Snow Crash. Il a été publié par Neil Stephenson en 1992, le samouraï virtuel en français, je vous le recommande. Il a inventé le métaverse, il a inventé l'assistant IA généraliste, et le héros dedans est livreur de pizza et informaticien. Un vrai geek. Est-ce que vous voulez réagir peut-être à cette question, parce qu'une table ronde, c'est pas forcément que les intervenants. Si vous avez des exemples ou des questionnements sur justement l'impact dans les métiers de vos DSI, si vous êtes DSI, ou dans les équipes numériques. Le samouraï virtuel. Il y a une question dans la salle. C'est le livre. C'est histoire de. Je propose de changer un petit peu le rythme, si vous voulez. Je l'ai lu à 14 ans et ça m'a ouvert les chakras. Alors moi, c'est pas vraiment une question, c'est plus pour rebondir à ce que vous venez de dire par rapport au samouraï virtuel. Moi, je trouve ça très pertinent justement d'utiliser ce genre d'exemple pour se projeter un petit peu dans ce que pourrait être l'avenir de l'IA, l'avenir de monde technologique, etc. Parce que les imaginaires cyberpunk, dont fait partie du coup Snow Crash, nous permettent aussi une prise de recul sur ces flots de données continues dans lesquels nous sommes emportés en fait quelque part. Et voilà, donc c'est pour aussi inviter à cette prise de recul grâce aux imaginaires qui permettent aussi de mieux envisager ce que pourraient être les futurs technologiques. L'exemple de Snow Crash, en fait, c'est une dystopie. Donc là où ça pose problème, c'est quand les gens l'utilisent positivement. Par exemple, le choix de Zuckerberg de renommer Facebook en Meta, c'est quand même assez exceptionnel parce qu'en gros, il choisit le nom d'une dystopie pour construire sa vision du futur.
Donc le bouquin, moi je le trouve assez génial, mais il n'est pas en train de parler d'un futur souhaitable, il est en train de parler d'un futur assez horrible en fait. Mais tu vois, pour compléter, juste compléter. Une réponse rapide. C'est une dystopie pour une majorité, mais une utopie pour d'autres. Pour les 1% qui s'en sortent bien. Oui, c'est ça. Il y a une question. Alors peut-être que... je vais essayer de retomber sur mes pieds. Ça ne va pas être facile. Il y avait des images de chats, donc je vais essayer de faire le chat. On a parlé des formations dans les métiers, pour les étudiants. On a parlé des formations pour les personnels de l'IT. On se rend compte aussi que les usagers, il va falloir aussi les former, les sensibiliser. Donc je reviens à une des questions que j'avais citées au début. C'est et nos gouvernances d'établissement. Qu'est-ce qu'on doit leur raconter? Est-ce qu'on doit leur faire la même chose que pour les apprenants ou que pour les spécialistes de l'IT? C'est-à-dire expliquer comment ça fonctionne, expliquer les limites, expliquer les boîtes noires, faire de la pédagogie, développer l'esprit critique? Ou est-ce que par rapport à leur position, on va dire, de gouvernance d'établissement, il faut avoir une approche un petit peu différente pour pouvoir les sensibiliser et les faire écrire, peut-être, comme tu disais Eric, le premier paragraphe, la partie stratégique d'un schéma directeur sur les données, l'usage de l'intelligence artificielle dans un établissement d'enseignement supérieur. Vas-y. Oui, moi, je voulais intervenir avec mon expérience d'interaction dans ces milieux. En fait, une des questions difficiles, pour moi, c'est plutôt éviter le greenwashing ou l'affichage d'un certain discours. Parce qu'en fait, les gens que j'ai eu la chance de rencontrer, en fait, ils sont au courant. C'est-à-dire qu'ils demandent... Moi, ce que j'aurais à les convaincre, c'est peut-être d'une action, quelque part. Mais sur le constat, en fait, c'est incroyable. J'ai participé à des choses avec des industriels, par exemple, où il y avait beaucoup d'industriels qui ont pignon sur rue et tout ça. Et l'exposé qui était juste avant moi, je pense qu'on avait 80% de slides qui étaient communs. Vous avez vu les slides que j'ai donnés. S'il n'était pas aussi provoque peut-être que ce que j'ai fait ce matin, mais les chiffres, c'était les mêmes. Les articles de base qui existaient, c'était les mêmes. Mais alors après, les 20 derniers pourcents de l'intervention, c'était totalement différent. C'est-à-dire que ça partait sur un peu de greenwashing, etc., mais c'était des solutions techno-centrées pour réaliser ça, une utopie complète sur le monde et ça, c'est quand même très intéressant parce que quelque part, c'est pas tellement à mon avis, les gens sont au courant. Il y a beaucoup on peut plus être ignorer le fait que il y a le réchauffement avec des conséquences dramatiques, que ça c'est dû aux activités humaines, etc. C'est-à-dire tout ça, ce discours-là, et après, donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut agir à un autre niveau politique, ou alors à un niveau démocratique où ça vient de la base, peut-être, et à ce moment-là, essayer de dire qu'il y a autre chose, il faut penser autrement, il faut ralentir, etc. Mais quels outils faire, ça je ne sais pas en tout cas, parce qu'à mon avis, ils sont au courant. Merci. Vas-y Eric, complète, et puis je vais vous passer le micro. Oui, moi je me rappelle en fait quand les MOOC sont arrivés. Je ne sais pas si vous vous en rappelez à ce moment-là. C'était un peu le pavé dans la mare. D'un coup, on se retrouvait avec des cours qui avaient 100 000 étudiants dessus, gratuitement, qui étaient faits par des profs du MIT ou de Stanford ou de telle ou telle université. Et je me rappelle moi avoir été convoqué en tant que DSI dans le bureau du président en disant « Réunion de crise, dans 5 ans, les universités n'existent plus ». Littéralement, hein, c'était il y a, je sais pas, 12 ans, quelque chose comme ça. Oui, mais voilà, donc du coup, finalement, les universités existent toujours, les MOOC sont toujours là aussi. Ils n'ont pas eu un impact totalement disrupteur, mais ils ont quand même changé quelque chose. Et puis, il y a toute une portion de la population qui, via les MOOC, a accès à du savoir qu'ils n'avaient pas via l'université. Donc, se basant là-dessus, je pense qu'il faut à la fois être raisonnable et pas se dire l'IA arrive, on va voir l'université par IA demain et on pourra fermer toutes nos universités. Ça me paraît absolument pas réaliste. Il y a une inertie du système qui est gigantesque et puis de toute façon on a des choses dont on a besoin avec des organismes humains. Par contre, je pense que c'est l'opportunité quand même de repenser aux fondamentaux de notre université.
qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi qu'on veut apprendre, à quoi on sert, qu'est-ce que devrait être la recherche demain, comment elle est responsable, éco-responsable, socialement responsable. Et après, une des sous-questions, c'est comment on construit une IA qui, parmi d'autres choses et d'autres dispositifs, numériques, pas numériques, fait avancer les choses dans le bon sens. Et donc, faire un schéma directeur du numérique, par exemple, c'est un objet éminemment politique. Hein. Ce n'est pas le côté technique du numérique qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on essaye de faire avec. Là-dessus, je pense qu'on est assez... Oui, on est assez d'accord. Et juste un mot dont on n'a pas parlé en fait ici, et qui était lié au thème d'avant, c'est le mot flexibilité. Parce qu'en fait, là, les métiers, c'est sûr qu'on ne peut pas les anticiper complètement, dans 5 ans, dans 10 ans encore moins. Mais par contre, ce qu'on sait faire, là, on sait qu'on est dans le apprendre à apprendre. Enfin, en particulier, on a changé un peu les choses. Et c'est vrai que si jamais on arrive à mettre une base solide, scientifique, d'un raisonnement critique et d'un raisonnement qui est solide, bah, il peut se décliner en fait. C'est-à-dire que tout ce qu'on a dit, savoir si on va avoir un tel métier. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui vont se déplacer physiquement, donc là on peut anticiper ça va se passer peut-être, mais pour plein d'autres choses, ça va changer. Mais c'est pas très grave. Le métier d'assistant et assistante ont changé et c'est vraisemblablement on aura encore dans les équipes des assistants pour avoir la cohésion d'équipe, mais leurs métiers vont changer aussi. Alors après, à contrario, si on regarde le fonctionnariat en France, je ne sais pas si vous vous rappelez, par exemple, dans les grilles d'emploi officielles des fonctionnaires, si vous voyez les emplois liés à l'informatique, c'est des catégories qui mettent à peu près 25 ans à changer. Moi, je me rappelle, il y a quelques années encore, vous pouvez avoir la prime de pupitreur informatique, formidable. Je pense que les gens qui sont pupitreurs informatiques aujourd'hui, je ne sais pas s'il en reste un seul sur Terre, je sais pas, mais ça représentait la réalité du terrain administratif qu'il y a derrière. Donc évidemment, la société, elle ne change pas aussi vite que l'évolution des métiers. Je pense qu'avant qu'on ait prompt engineer dans les métiers, ça aura disparu. Le métier aura déjà disparu. Oui. Il y avait une interaction dans la salle, et puis il y en a une après ici, si vous voulez. Oui, et la question de départ, c'était bien donc sur la formation des gouvernances, oui. C'est ça donc les présidences et les équipes dirigeantes des universités. Alors, à France Université, on a pris en charge depuis 1 an la formation des présidents à la transition écologique. Donc, on a organisé 4 sessions cette année. On va poursuivre un peu l'an prochain, parce qu'il y a une vraie attente. Donc, j'imagine que c'est quelque chose qui peut aussi se décliner sur le volet numérique et bien sûr sur l'IA, parce qu'il y a réellement des besoins. Il va y avoir un renouvellement aussi des équipes de gouvernance, on a à peu près un tiers, je crois, des universités l'année prochaine. Donc il y a des élections régulièrement, donc avec des nouvelles équipes. Nous, ce qu'on a vu en tout cas sur les transitions, c'est que l'impulsion du ministère, elle est essentielle. Il y a eu le plan climat-biodiversité en 2021, le schéma directeur des DRSE en juin 2023, ainsi que la formation des étudiants aux transitions. En fait, le ministère a aussi capitalisé sur ce que l'on fait depuis 10 ans avec les autres conférences, la conférence des grandes écoles, la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs. Et en fait, j'imagine que le travail, ça devrait aller dans le même sens, en tout cas, pour ce sujet-là qui est essentiel. Donc nous, en tout cas, on travaille avec mon collègue pour l'année prochaine sur la formation aussi des présidents. Après, ce que je vois dans les forums de discussion sur la dimension des DRSE, c'est qu'il y a énormément de questions sur, et vous, comment vous faites pour organiser vos formations en interne des équipes. Et là, s'il y a des tonnes de questions sur les forums qui tombent, etc., parce que ça, c'est aussi une question de méthodologie, quoi. Et puis, de pédagogie des transitions en général, qui n'est pas forcément évidente au sein des établissements. Merci. Il y avait une interaction ici. Alors, on a rencontré, nous, une société assez récemment qui nous distribue une GED. D'accord ? On me dit que c'est loin de l'IA, mais c'est pas très loin de l'IA. Parce que la GED aujourd'hui, la GED qu'ils nous ont proposée, a une intelligence artificielle d'IA qui permet de traiter des factures. Et aujourd'hui, demain, on va dématérialiser un peu plus nos factures électroniques en passant à Facture X, si tout va bien, d'accord ? Avec des factures en format XML qui pourront être interprétées par divers logiciels. Aujourd'hui, cette présence de l'IA, en fait, dans l'écosystème des DSI et ailleurs, elle s'étend de plus en plus. Typiquement,
l'édition d'un contrat, il y a quelques années, c'était en format Word. Donc, c'était des trucs qui étaient imprimés et qui sortaient comme ça. Aujourd'hui, on voit que dans une GED, on a la possibilité juste d'alimenter le nom, le prénom, enfin quelques infos personnelles, et de dire, ben voilà, le contrat, on se base sur tel article. Et derrière, ça déroule en entier le contrat. Donc le métier évolue, et la signature, après derrière, il y a la signature électronique, donc tout évolue. Si demain, on vient interfacer ça avec une intelligence artificielle, rien n'empêche de dire, génère-moi un contrat pour telle personne qui a tel numéro, et tout est fait automatiquement. Donc, on voit cette évolution-là qui arrive. Il faut pouvoir l'anticiper. Et ça, c'est compliqué aujourd'hui chez nous. Merci. Oui, une réaction, Bernard. Sur la gouvernance, étant ancien VP, donc j'ai bien fréquenté l'équipe présidentielle actuelle et puis passée. Moi, je pense qu'il y a un travail qui est un travail de conviction pour dire c'est un vrai sujet. Je parle de l'IA, du numérique. C'est un vrai sujet, c'est un sujet important. Ça, c'est déjà une première chose. Parce que je ne suis pas sûr, moi, en tout cas dans mon université, je ne suis absolument pas sûr qu'ils aient vraiment conscience de l'importance de ce sujet. Et donc, il y a un travail qui est un travail de... Ce n'est pas de la formation, c'est plutôt des discussions, c'est de la culturation, prenez conscience que c'est un vrai sujet. Et je fais un peu le parallèle. Alors là, il y a des représentants, vous êtes dans des structures près des politiques, un peu le parallèle avec les politiques. Il y a quelques années, moi j'étais intervenu dans des formations à l'ENA, j'étais effrayé par le niveau complètement nul, abyssal des étudiants. Ils ne savaient rien, mais vraiment rien sur le digital, le numérique ou l'informatique, comme on l'appelait. Et surtout, ça ne les intéressait pas du tout, parce qu'il n'y avait aucun enjeu politique, il n'y avait rien en termes de discussion à faire sur ce sujet-là. Et je pense qu'il y a tout un travail qui a été fait par les différents comités, etc., alors je ne sais pas, vous direz, mais je pense que ça s'est amélioré au niveau des politiques. Je ne sais pas si c'est encore top, mais en tout cas, ça s'est amélioré. Mais alors, dans nos établissements, moi, j'ai entendu des réflexions, des discussions là-dessus qui étaient vraiment stupéfiantes de non-connaissance et de non-intérêt. C'est aussi, je pense que c'est les deux aspects. Donc la connaissance, ces gens-là ne vont pas venir faire des formations longues, vont peut-être qu'avec fun sur des choses courtes, bien faites, comme vous le savez faire. C'est pas pour, je sais, je connais, donc c'est vraiment très sincère. Peut-être que ça peut marcher, mais ils ne vont pas aller dans des formations parce qu'ils ne vont pas aller se mêler avec les autres enseignants ou les autres dirigeants et poser des questions où ils pourraient avoir l'air d'être ou incompétents ou nuls ou autres. Donc ça, la formation, on peut y arriver. Mais le premier pas, c'est de se dire c'est un vrai sujet. C'est un sujet important et c'est un sujet qui, comme tu l'as dit, qui n'est jamais un sujet technique sur le fond, qui est toujours un sujet social, un sujet d'interaction, un sujet un sujet politique. Donc s'ils ont compris ça, après le reste va découler. S'ils n'ont pas compris ça, on est coincé et on n'arrive pas à les faire bouger et à avoir des décisions rapides parce qu'ils vont dire qu'ils vont venir aux réunions mais ils ne viennent pas. Ils vont dire qu'ils liront les documents mais ils ne les lisent pas, etc. etc. Donc je vois ça comme étant le premier pas, un pas de conviction. Ça a été un peu aussi, pardon, je suis trop long. Ça a été un peu le cas aussi pour le développement durable. Il y a eu tout un moment où c'était que du discours, ce que tu disais, du greenwashing, voilà. Et puis à un moment donné, il y a le pas a été fait, et puis on a vu des choses à peu près concrètes apparaître. Donc j'ai espoir, mais je pense qu'on a du pain sur la planche. Je vais faire comme David pour la MU tout à l'heure, un peu de promotion de ma propre structure. On est en train de préparer en fait un format atelier destiné aux décideurs d'université pour les informer un peu des enjeux autour de l'IA et de la transformation des établissements. Donc c'est des choses qu'on aimerait bien discuter avec les différentes structures. On en parle déjà avec la MU, mais je pense qu'avec France Université, ça aura vraiment du sens. Parce qu'à mon avis, il y a un besoin. Il y a certains dirigeants d'université qui sont vraiment très au courant et très au fait des enjeux, et d'autres qui sont vraiment dans la phase de découverte. Et je pense qu'avoir un lieu et un échange structuré où on peut donner des bases et leur permettre d'échanger, ça aurait vraiment beaucoup de valeur. Merci. On a une table ronde donc, qui intègre la promotion, comme on l'a dit tout à l'heure, sur les IA, qui pouvaient aussi faire ça. Merci. Il y a une question là qui est toujours dans le top 5, c'est la question de la souveraineté. Alors, je ne veux pas attaquer la question de la souveraineté au sens large du numérique, mais dans les implémentations, dans nos DSI, qu'est-ce qu'on peut faire pour justement
éviter d'être associés mécaniquement à des IA qui sont complètement, sur lesquelles on n'a pas de maîtrise, qui sont dans le périmètre comment ça s'appelle, du Cloud Act américain, etc. Comment est-ce qu'on peut réussir à utiliser des mécanismes d'intelligence artificielle en gardant une certaine souveraineté, peut-être du côté des solutions libres, peut-être que quelqu'un a une expérience là-dessus et peut témoigner de l'usage des solutions, on va dire, open source, libres ou localisables sur l'intelligence artificielle. Oui, quelques éléments, juste, ce n'est pas vraiment des réponses. La souveraineté, c'est vraiment un sujet important. Qu'est-ce qu'on juge différemment? Parce qu'il y a aussi la souveraineté au sens culturel. Enfin, c'est ce que j'ai essayé d'évoquer avec ChatGPT, etc. C'est pas de ça qu'on parle, mais il faut avoir ça à l'esprit aussi. Mais la souveraineté au sens d'utiliser des outils qui sont basés en Europe, qui sont conformes au RGPD, qui sont véritablement... qui respectent les normes et les valeurs européennes, il y en a. Il y en a des commerciales, il y en a qui peuvent être faites en logiciel libre. Ce que les DSI peuvent faire, c'est justement en avoir une sorte de catalogue pour le diffuser. Par exemple, moi je fais partie du comité d'éthique de la recherche et beaucoup de gens font des questionnaires et ils les font loger où? Amazon Turk ou je ne sais pas. Parce qu'ils ne savent pas. Donc on leur dit, regardez à d'autres fournisseurs, etc. Et je pense que les DSI pourraient informer sur l'existence de ces systèmes. Alors ce n'est pas de l'IA dont je parle, mais de manière générale, avoir une information à destination des utilisateurs sur les outils, effectivement, qui sont plutôt respectueux de ces réglementations. Quant à la souveraineté au sens plus large, c'est-à-dire est-ce qu'on peut se passer de Word et autres outils qui sont des outils basés aux États-Unis, moi j'ai l'impression que c'est une bataille difficile au moins. Merci. Alors ce que je vais vous proposer, parce que je viens de regarder l'heure, en fait on a une séquence qui a disparu cet après-midi, mais on a occupé le temps. Donc je n'ai pas vu passer le temps, la compagnie était très agréable, merci. Ce que je vais vous proposer, c'est conclure sur cette table ronde, si ça vous va, ou à moins que quelqu'un ait une intervention complémentaire à faire. J'aurais juste voulu réagir sur l'histoire de souveraineté, même très, très rapidement. Oui, vas-y. J'en discutais avec mon data scientist hier, et il me disait que selon lui, aujourd'hui, tous les services type OpenAI, Microsoft et compagnie, ou Bard, etc., un des problèmes, c'est comme ils essayent d'occuper le terrain, ils vendent à perte. Et que apparemment, alors évidemment, là je fais que refléter ce qu'il m'a dit. Lui-même n'avait pas complètement sourcé son étude, mais je pense qu'on est quand même dans cette phase où il y a un énorme effet de buzz, il y a des capitaux gigantesques qui rentrent, et donc typiquement OpenAI ou d'autres, ils fournissent un service qui en fait leur coûte plus cher que ce qu'ils nous donnent parce qu'ils occupent le terrain, parce que ça leur permet de capitaliser, d'avoir une énorme capitalisation boursière. Donc évidemment, si vous voulez produire la même chose, non seulement c'est très difficile parce que les derniers modèles ils sont monstrueux, mais en plus vous êtes face à des concurrents qui font du dumping massif. Donc c'est compliqué. Très bien. Alors je vais vous remercier. Je vais passer le micro à la présidente pour le petit mot de conclusion, le mot de remerciement peut-être. C'était pas prévu en fait. Merci à tous pour cette journée. J'ai bien noté qu'il y avait certains sujets qui pourront être repris, notamment sur l'accompagnement, peut-être les bonnes pratiques dans les DSI pour accompagner sur les outils, proposer des outils qui nous permettent de garder en souveraineté. Et donc on vous sollicitera tous et on refera une restitution là-dessus. Donc merci à tous et à bientôt.